Depuis quelques mois, plusieurs associations tirent le signal d'alarme. La grande fête des Jeux Olympiques de Paris, voulue populaire et fédératrice de toute une nation, et voire même de toute une planète, risque de laisser à certains un goût amer. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier. Pour les JO de Paris, les pauvres sont-ils disqualifiés ? Le terme est violent. Selon le collectif Le Revers de la Médaille, on assisterait à un nettoyage social pour invisibiliser les personnes indésirables sur les lieux où se tiendront les Jeux Olympiques. Démantèlement de bidonvilles, expulsion de squatteurs, réduction du nombre de places en hôtel social, les lieux de distribution d'aide alimentaire ou médicale interdits dans le secteur, pression policière accrue sans qu'en contrepartie de vraies solutions pérennes ne soient mises en place. À travers le monde, les grands événements sportifs se sont pratiquement toujours accompagnés de ce genre de nettoyage social. Constat attristant, Paris n'échapperait pas à la règle. À l'heure où les associations désespèrent d'obtenir des réponses pour savoir comment s'organiser cet été, et ce malgré les solutions qu'elles ont apportées, on est en droit de se poser la question. Cela est-il cyniquement voulu ou n'a-t-on juste pas pris le temps et les moyens de s'intéresser à ces personnes ? En tout cas, le constat est le même, le beau message des Jeux Olympiques, ce n'est pas pour les plus démunis, et c'est notre dossier du jour. Car derrière cette belle fête du sport que nous attendons avec impatience, il y a aussi une face sombre. C'est ce que nous allons voir ce matin. Bonjour à tous, bienvenue à vous Geneviève Collat. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes coordinatrice pour le Secours catholique du plaidoyer Jeux olympiques et paralympiques, les oubliés de la fête. L'expression est importante et a du sens aujourd'hui. Le Secours catholique qui fait partie d'un autre collectif qui regroupe une centaine d'associations mobilisées sur cette question, le revers de la médaille, expression également qui a du sens. Et j'aimerais pour commencer vous faire réagir à l'expression qu'on vient d'entendre dans l'éditorial d'Éric Payet. Pour vous, un nettoyage social a lieu en ce moment à Paris. Oui, c'est vrai, à Paris et dans la banlieue. Le fait est que les grands rassemblements sportifs et culturels, malheureusement, amènent ce genre de situation assez régulièrement parce qu'on veut présenter la ville la plus belle du monde, la plus belle possible, et que finalement la pauvreté, c'est quelque chose qui gêne. Sauf que derrière la pauvreté, il y a des gens. Voilà, et c'est ce qui est pour nous très, très, très embêtant, parce que on voudrait que les Jeux Olympiques, ce soit la fête pour tous, parce que oui, pour nous, c'est une belle fête du sport, les Jeux Olympiques. C'est une belle fête du sport, et le sport est pour nous un élément très important d'inclusion des personnes. On l'utilise beaucoup dans nos associations. Le sport, c'est ce qui permet aux personnes du bien-être, etc. Et donc les Jeux Olympiques, pour nous, c'est vraiment une super fête. J'aimerais vous faire réagir à deux chiffres qui sont importants pour qu'on comprenne ce nettoyage social, pour reprendre l'expression des associations qui se posent la question de ce qui se passe pour les plus démunis pour ces JO. Regardez, en 2 ans, plus 38,5% d'expulsion de lieux de vie informels en Île-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça représente quoi ? C'est quoi la réalité de ce chiffre en fait derrière ? La réalité de ce chiffre, c'est que de plus en plus, on nettoie les lieux pour ne pas montrer la pauvreté. C'est-à-dire, quand on parle des lieux de vie informels, c'est ces campements, les bidonvilles, ces tentes dans les rues. Oui, voilà. tout ce qui montre de la pauvreté, voilà. En fait. Et derrière la pauvreté matérielle, donc ces tentes par exemple, c'est des personnes qui ne sont pas inclus suffisamment dans la société aux yeux Et on les de envoie personnes. où alors ? On les a envoyés où depuis Alors, 2 ans ? aujourd'hui, et depuis en effet 2 ans, on les déplace donc dans d'autres régions. Des régions parfois qui sont prêts à accueillir des personnes avec des villages entiers qui se mobilisent, etc. Et puis d'autres pour qui ça a été imposé finalement et qui n'ont pas forcément réfléchi la chose, ce qui est quand même très dramatique Parce pour que les personnes ça qui paraît arrivent. dingue, hein. On déplace Ouais, des gens. C'est on ce que vous déplace nous des dites ce gens. matin. Oui, on déplace des gens. Ça veut dire que pour certaines personnes qui ont du travail informel, qui ont des enfants qui sont scolarisés, qui ont quelquefois eu beaucoup de difficultés à scolariser leurs enfants, et ben, du jour au lendemain, on les envoie ailleurs
avec cette idée qu'ils s'installeraient ailleurs. Mais en fait, il faut prévoir le long terme. Oui, parce que les autorités disent aussi qu'on les envoie aussi dans des structures mieux adaptées, qui sont de meilleure qualité. Hein. C'est ça aussi l'argument. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est en fait, est-ce que ces structures, c'est des structures de long terme ou de court terme? Et dans beaucoup de cas, c'est des structures de court terme. Donc finalement, il y a ceux qui reviennent sur Paris parce que finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'objectif à long terme. Et puis, il y a ceux qui vont être encore plus, pour qui ça va être encore plus difficile parce qu'ils ont perdu leur travail, parce que leurs enfants sont plus à l'école, etc. Un deuxième chiffre, Geneviève, qui est aussi intéressant, vous allez nous aider à le comprendre. En 2023, 3400 personnes en situation de précarité en Île-de-France ont été orientées dans un des 10 sas d'accueil temporaire en région. C'est ce phénomène-là. Voilà. Donc en fait, ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est que c'est sûr que les choses étaient déjà engagées avant, mais pour nous, les Jeux Olympiques ont rendu plus important en nombre ces opérations. Et en les rendant plus importantes, plus difficiles à gérer. Parce qu'encore une fois, gérer le long terme derrière, ça suppose d'avoir été préparé. Et quand on veut faire du nombre, forcément, ce n'est pas évident de s'intéresser aux plus pauvres, aux plus vulnérables. Ce nettoyage social, il est organisé, consciemment, inconsciemment. On ne veut pas taper non plus sur les plus pauvres, volontairement, j'imagine. Que vous répondent les autorités ? Les autorités nous répondent d'abord que c'est pas à cause des Jeux Olympiques, mais ça, surtout au début, ça, on a du mal à y croire. Et je dirais aujourd'hui, ils le disent moins qu'il y a un an ou deux, quand on a commencé le travail avec les préfectures, où on nous disait vraiment, mais non, il n'y a pas de lien entre les deux, voilà. Après, nous, on a analysé, en fait, en tant qu'association, les Jeux Olympiques précédents dans les différentes villes, et on s'est bien rendu compte combien les situations de difficultés encore plus grandes pour les personnes vulnérables existaient dans les différents Jeux Olympiques. C'est pas quelque chose qui s'invente complètement. C'est pas propre aux JO de Paris, c'est important de le rappeler ce matin. D'ailleurs, il y a des éléments qu'on a vus aussi dans la Coupe du Monde de rugby. Et qu'on pourrait voir dans un événement culturel, j'imagine. Oui. Voilà. On attend en tout cas ces JO avec impatience pour la fête du sport. En attendant, je vous propose de partir sur le terrain, justement à Paris, car vous l'avez compris, les Jeux Olympiques risquent d'être un mauvais moment à passer pour les plus démunis. Les associations sont inquiètes. Regardez. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, quelques touristes se photographient face aux anneaux olympiques. À quelques mètres de là est installée la permanence hebdomadaire de l'association Médecins du Monde. Durant 3 heures, Milou et son équipe accueillent les plus précaires pour des consultations gratuites et quelques conseils. Le paracétamol, le Doliprane, ça sert à rien si tu as pas mal à la tête. C'est pas bien pour le corps. Une présence sanitaire remise en cause par les JO. On pense que ces Jeux vont être un calvaire pour les personnes qui sont à la rue et les personnes qui sont en situation de précarité, les personnes qui survivent dans l'espace public. Ça, tard mercredi. Mais revenez nous voir à 21h aujourd'hui. Okay. Nous, on va être impactés parce que déjà, cette permanence-là, elle va devoir être déplacée à Nation. Mais ça encore, c'est une permanence qui peut être maintenue, même si on doit seulement changer de lieu. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a une permanence où on ne sait pas du tout encore où est-ce qu'elles pourront être déplacées. Si elles pourront être déplacées, il y a des accueils de jour dont on ne sait même pas encore si ils seront encore ouverts pendant cette période cet été. Donc en fait, on redoute qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont avoir énormément de mal à accéder à des associations ou même accéder à des services de santé. Au nord-est de Paris, à proximité du parc de la Villette, l'association La Chorba distribue chaque jour près de 800 repas chauds. 2 heures avant le début du service, la douzaine de bénévoles s'activent pour que tout soit prêt. Donc j'aurais besoin de 3 personnes au débarrassage. Moi j'y vais. Vas-y. Vas-y. Ici, l'inquiétude se ressent quant à une fermeture potentielle du site de distribution pendant les JO, surtout lorsque c'est parfois le seul repas chaud de la journée pour les bénéficiaires. Malgré nos appels, la préfecture de police ne répond pas à nos messages. On les a sollicités à plusieurs reprises en étant force de proposition pour s'adapter dans les contraintes qui nous sont données pendant les JO. Et malgré ça, on n'a aucune réponse, aucune solution qui nous est apportée. On est en limite de ce qu'on appelle le périmètre rouge qui va restreindre les circulations de personnes et de véhicules.
Et donc on peut anticiper de grosses difficultés pour les bénévoles, pour les salariés et pour les personnes bénéficiaires à arriver à ce site. Et donc ça fait partie du nettoyage social qui se passe à Paris en général en ce moment. C'est que voilà, on invisibilise ces personnes de manière générale et on ne va pas penser aux questions qui vont être les leurs pendant ces 2 semaines, voire ces 4 semaines de JO et JOP. Au Cèdre, le centre d'entraide du Secours catholique pour les demandeurs d'asile, c'est l'augmentation de la présence policière et des contrôles pendant les JO qui interpelle. Donc on a mis en place ce tableau de sensibilisation qui regroupe des informations sur les droits face à la police et des flyers, par exemple information générale, transport et circulation dans l'espace public. C'est des flyers qui ont été traduits en plusieurs langues, notamment l'arabe et le bengali. Chaque semaine, un groupe de parole se réunit. Est-ce que ça va être facile de circuler, de venir au Cèdre pendant l'été si on est ouvert? Le ticket de métro, ça va remonter à 0. Avant, on avait dit que c'est 4 euros, mais maintenant c'est 0. Le RER, je crois. Voilà. Ma crainte, c'est que les dispositifs sécuritaires qui vont être mis en place pendant les Jeux Olympiques perdurent après cette période et que la dignité des personnes exilées soit une nouvelle fois entravée. À 1 mois et demi de l'ouverture des Jeux, les discussions entre la centaine d'associations de solidarité et les autorités n'ont toujours pas abouti. Mais c'est encore une question de dignité qui est en jeu, Geneviève. Qu'est-ce qui vous scandalise dans ce qu'on vient de voir, ou ce qui vous met en colère, ou ce qui vous fait réagir fortement ? C'est que toutes les décisions qui sont prises, elles sont quand même tournées sur le sport, ce qui est très beau, et sur le fait qu'il faut que les Jeux Olympiques soient le plus rayonnants possible dans le monde, mais qu'on oublie les personnes les plus vulnérables. Et ces personnes qui se lèvent à 3 h du matin pour venir faire le ménage dans nos bureaux et qui vont avoir un problème de mobilité réel. Ils vont payer un ticket de RER 6 €. Voilà, parce qu'on croit que finalement, c'est des gens qui touchent un travail très régulier qui va leur permettre d'avoir des cartes qui permettent d'avoir le transport moins cher, comme on nous le dit. Mais finalement, le public que nous, on touche, c'est des personnes qui ont du travail souvent irrégulier ou qui suppose qu'ils puissent se déplacer. Et tout ce qui a été fait autour de la mobilité verte par rapport aux Jeux Olympiques, finalement, on se rend compte que c'est une mobilité qui n'a pas été tout à fait prévue pour les personnes les plus vulnérables. Et pour nous, c'est un des grands problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que, là encore, ce n'est pas tant les JO, mais c'est une nouvelle étape dans la manière de gérer la vulnérabilité de notre société. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça nous fait très peur, parce que finalement, c'est des exemples qui montrent la difficulté à prendre en compte, en fait, ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est aussi les personnes qui, aujourd'hui, accompagnent les personnes âgées de plus en plus nombreuses chez elles, avec des horaires de travail qui sont parfois très compliqués. Et c'est ces personnes-là, finalement, aujourd'hui, qu'on enfonce encore un petit peu, alors que c'est des personnes qui ont un rôle indispensable dans notre société. J'aimerais vous faire réagir à une citation biblique. Regardez. Qui exploite le faible, insulte Dieu qui l'a fait, qui a pitié du misérable l'honore. Comment elle vous parle, cette phrase, Geneviève ? Oui, je pense que l'exploitation des personnes les plus faibles, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Et certes, ça a des fondements bibliques, ça a des fondements par rapport à la dignité des personnes. Et pour moi, ça me ramène au droit de la personne humaine. Et je pense qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, se laisser de côté cette question de la dignité humaine qui est pour moi première. D'ailleurs, ça vous anime depuis toujours, j'ai envie de dire. Oui. Vous avez commencé à travailler pour le Secours catholique en 1985. Auprès des personnes démunies, auprès des jeunes, auprès des enfants, auprès des réfugiés. Vous êtes même allé travailler dans des camps de réfugiés au Kosovo. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces aventures à chaque fois, aux côtés des plus démunis ? Qu'est-ce qui vous motive vraiment, fondamentalement, intimement, Geneviève ? La rencontre des personnes et des personnes dans leur diversité, je trouve que, ça je l'ai découvert petit à petit finalement. Ça s'est inclus sans doute, mon engagement rentre aussi dans le fait que j'ai été, avant d'être au Secours catholique, très impliquée dans un patronage. Finalement, avec lequel je suis partie en vacances, j'ai fait des activités quand j'étais enfant et ado.
Et ensuite, où je suis devenue bénévole, et à cette époque-là, c'était normal, en fait, d'être soi-même animateur, de s'occuper des plus jeunes, etc. Et là, j'ai quand même découvert déjà l'aventure, la traversée de l'Espagne à mobilette à 13 ans, 14 ans en fait, le fait de faire le tour de l'Italie à vélo, des choses qui finalement, avec 20 personnes... Mais toujours pour aller voir ces gens en situation de fragilité. Hein. En fait, c'était vivre avec d'autres déjà, et vivre la rencontre avec d'autres. Et puis, petit à petit, en fait, ça m'a amené à découvrir le monde. Et quand on découvre le monde, pour moi, on découvre tout le monde. Et du coup, la diversité des personnes. Et ce que je trouve intéressant dans mon engagement au Secours catholique, c'est à chaque fois que je suis allée dans un pays, ça a été la possibilité de rencontrer les personnes au plus près des personnes elles-mêmes. Quel est le point commun, par exemple, entre un réfugié au Kosovo et ces personnes démunies à Paris qui vont souffrir de cet événement sportif que sont les JO? C'est des personnes qui sont à la marge, que l'on met de côté et que l'on rend invisible finalement en fait dans toutes les situations le plus possible pour pouvoir se dire que finalement ces gens-là ils vivent ça mais la majorité des personnes ne sont pas là-dedans. Et pour moi en fait un des gros engagements aujourd'hui, que ce soit quand je travaille sur l'inclusion bancaire avec la Banque de France ou que je travaille sur la traite des êtres humains avec 28 associations qui sont membres du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, qu'on coordonne en tant que Secours catholique, pour moi, le point commun, c'est à chaque fois de regarder, et le plus vulnérable là-dedans, qu'est-ce qui va devenir, mais au regard des autres personnes, et pas simplement de m'apitoyer sur la personne pauvre ou en difficulté, parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Mais plutôt de se dire qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, quelles sont nos valeurs, et nos valeurs, elles passent par la rencontre qu'on va avoir, à la fois sur les personnes qui justement peuvent faire que ça change pour les plus vulnérables, et à la fois sur les plus vulnérables qui eux-mêmes s'engagent et peuvent se relever. Si on leur en donne la possibilité. Et on aime beaucoup vos convictions ce matin. Merci Geneviève. En tout cas, tout n'est pas complètement noir, bien heureusement pour ces JO, dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le comité directeur des Jeux a lancé une billetterie solidaire dont les fonds sont reversés au Secours populaire. Nous avons accompagné, regardez, Christian, bénévole de cette association depuis une dizaine d'années, lors d'une sortie aviron avec des enfants issus du milieu populaire. Regardez. Je m'appelle Christian, j'ai 72 ans, ça fait une douzaine d'années que je suis au Secours populaire. On emmène des gamins pour leur faire découvrir un tas de sports. Aujourd'hui, on a décidé de faire découvrir un sport que les enfants que l'on s'occupe n'ont pas trop l'habitude de pratiquer, c'est l'aviron. L'idée, c'est qu'on emmène les gamins et on voit si ça accroche. Les mains toujours au-dessus, d'accord? Et l'autre main, on la met à la largeur de son épaule, ok? Notre but, c'est de voir si, éventuellement, il y en a qui souhaiteraient continuer. Le profil de ces enfants, c'est qu'ils sont dans une très grande précarité et que le seul moyen qu'on puisse les aider, c'est les associations. Donc, au Secours populaire, on essaye de les aider au maximum. Je pense qu'ils vont bien dormir ce soir. La découverte du sport, c'est l'intégration, c'est la solidarité, c'est tout un tas de choses. Donc, ils ont besoin de voir autre chose que ce qu'ils vivent normalement. Si on n'aurait pas eu les Jeux Olympiques, je pense qu'on serait moins imprégné. Ça donnait un élan. Ce qui est très important, c'est de leur faire voir ce que c'est la vie d'un athlète. Parce que ces gamins aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera des Mbappé, voilà. Si on veut que les JO soient une organisation populaire, que le sport soit populaire, il faut qu'on donne la possibilité aux gens d'aller voir les épreuves. Le Secours populaire, avec le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, on a créé une billetterie solidaire, c'est-à-dire que quand vous achetez un billet, vous pouvez verser 2 € au Secours populaire, ce qui nous permettra soit de leur payer des licences à ces gamins, soit de leur acheter des billets pour aller aux épreuves. Je pense que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et handisport nous donnera des places. Si on a des billets, bien sûr qu'on les accompagnera. Aujourd'hui, j'essaie d'être acteur. C'est un besoin d'aider, c'est un besoin d'intervenir, c'est un besoin de se sentir utile, c'est un besoin de voir le soleil dans les yeux des enfants, de voir des gens qui ont rien, qu'on essaie de leur ramener quelque chose. Pour moi, c'est dans mon ADN. Au niveau des Jeux Olympiques, je pense que cette solidarité-là,
l'esprit coubertin. Il y a quelque chose que tous les peuples se connaissent, tous les athlètes se connaissent. Et quand on connaîtra nos différences, on se comprendra. Vous êtes prêts à recommencer? Oui. Voilà pour ce beau témoignage, Geneviève. C'est intéressant, les JO donnent un élan quand même. Hein, tout à fait. Pour découvrir un sport, ça mobilise les associations, les jeunes. Oui. Pour moi, le sport, il est très important pour les jeunes parce que c'est parfois ce qui nous permet de rentrer en contact avec des jeunes qui commencent à être exclus de tout. Je suis aussi administrateur ad hoc au tribunal de Nanterre et j'accompagne des jeunes qui sont victimes de violences dans leur entourage, qui vivent des difficultés spécifiques. Et c'est vrai que le sport, c'est ce qui leur permet souvent de s'exprimer et de pouvoir ensuite s'exprimer par la parole, mais déjà dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leur corps. Donc moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup au fait que cette billetterie solidaire, elle puisse permettre de payer des licences à des jeunes, donc qui vont leur permettre de faire des choses, et pas seulement un coup d'aller aux Jeux Olympiques, bien sûr. Tout le monde rêve d'aller aux Jeux Olympiques, et c'est bien qu'ils puissent y participer. Ceci dit, c'est important qu'ils y participent. Oui, c'est bien qu'ils y participent. Je suis très, très contente qu'ils puissent y participer. Mais je pense que les Jeux Olympiques, enfin le comité olympique, pourrait mettre des places gratuites pour ces... Le prix des billets est trop cher voilà, pour vous, le prix des billets est très cher, et ce serait mieux de donner des places gratuites et que l'argent qui est ramassé par cette billetterie solidaire permette du long terme. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend quand même, c'est que les Jeux Olympiques, c'est pas seulement un coût d'une fois, parce que ça se représente quand même assez rarement, mais c'est quelque chose qui va permettre de lancer une dynamique auprès de ces publics, ou de poursuivre une dynamique qui est déjà lancée dans certains lieux, mais qui est absente dans d'autres. C'est ce que dit à peu près aussi le pape François, regardez, ou en tout cas sur un élan. Le Saint-Père vous remercie de ne pas oublier d'aider à intégrer à cette belle fête du sport les personnes handicapées, pauvres ou marginalisées, pour un élan de fraternité. Hein. Il parle même d'un authentique élan de fraternité dont le monde a tant besoin. Ouais. Alors là, c'est très, très intéressant, parce que les personnes handicapées, là, on n'en a pas parlé en fait ce matin, et je pense que c'est quelque chose de très, très important. C'est bien les Jeux olympiques et para-olympiques, et pour nous, c'est quelque chose d'important, parce que ça peut permettre aussi, dans la société, de regarder autrement ces personnes. Ça, c'est pour un élan, c'est pour le jour d'après, j'ai envie de dire, après les JO, qu'on garde ça en tête. Oui, mais pour moi, les JO, encore une fois, c'est pas un coup une fois, parce qu'on accueille en 2024 les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est une dynamique qui dure déjà depuis des années et qui va se poursuivre. Donc, pour moi, le fait que ça permette d'avoir un nouveau regard sur les personnes handicapées, c'est quelque chose d'important. Et c'est très intéressant parce que on discutait il y a quelques semaines avec des jeunes qui se sont engagés auprès de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour réfléchir à la question des droits humains, et qui ont choisi comme thème pour travailler le handicap et les personnes à l'occasion des Jeux olympiques. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, eux nous disaient, mais pourquoi il y a 3 semaines entre les Jeux olympiques et les Jeux para-olympiques? Ça devrait être une fête commune à tout le monde. Ils nous disaient aussi, mais finalement, on a entendu parler des efforts qui étaient faits pour permettre aux personnes de vivre ces Jeux olympiques et ces Jeux paralympiques aussi, et à tous de pouvoir se retrouver handicapés ou valides, mais finalement, notre mobilité, elle n'est pas tellement évidente pour pouvoir aller avec des personnes handicapées, participer même aux épreuves, enfin regarder les épreuves. Donc moi, encore une fois, je souhaite que les Jeux olympiques, ça visibilise ces difficultés et ça montre qu'il est possible quand même d'avoir des beaux projets et que ça permette des projets qui dureront. Pour conclure, ça peut donner un élan de fraternité dont parle le pape François? Ah bien sûr, enfin pour moi, j'en suis sûre. Et je pense que si on s'est engagé même dans cette démarche-là, qui peut être vue comme une démarche, mais vous visibilisez l'invisible, mais faire ça, finalement le côté des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Nous, on a envie de montrer que les Jeux olympiques, on y croit, le sport, on y croit. Le sport, c'est un moyen vraiment de s'intégrer dans la société, de se développer. Il faut vraiment faire en sorte que ces Jeux olympiques, ça permette de lancer des choses qui dureront pour les 100 prochaines années, finalement. On espère. Merci Geneviève. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit maintenant avec la culture et bien sûr Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous.
Et bien sûr, vous nous avez préparé un agenda culturel très sportif ce matin. Oui, parce qu'en fait, en cette période de Jeux Olympiques, eh bien, l'offre culturelle est extrêmement abondante. Il y a énormément d'expos en ce moment un petit peu partout en France sur le sport. Alors moi, j'avais envie de vous parler de cette expo Olympisme, une histoire du monde. C'est en ce moment au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et alors, c'est passionnant parce que ça nous raconte l'histoire du monde, donc à travers le prisme des Jeux Olympiques, à partir de ceux d'Athènes en 1896 jusqu'à nos jours. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, les JO sont très souvent la caisse de résonance de nos combats sociétaux, mais aussi des conflits géopolitiques. Regardez par exemple cette photo. On est en 1956. Budapest, la capitale hongroise, est envahie par les chars soviétiques. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, au JO de Melbourne, eh bien, la demi-finale de water-polo qui oppose la Hongrie à l'URSS se termine et dégénère en bain de sang. Souvenons-nous également de Munich en 1972 et cette attaque terroriste perpétrée par le commando palestinien Septembre Noir sur des athlètes israéliens. Voilà, c'est une exposition vraiment extrêmement riche qui revient sur tous ces événements et puis qui nous raconte également, entre autres, qui nous parle des grands sportifs immigrés ou encore qui nous raconte la création de l'équipe olympique des réfugiés en 2016. Olympisme, une histoire du monde, c'est une exposition passionnante. C'est donc au Palais de la Porte Dorée, au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris et c'est jusqu'au 8 septembre prochain. L'olympisme qui est une source d'inspiration pour nos écrivains également. Vous voulez nous parler d'un livre? Oui, exactement. Alice Milia, la femme olympique. Alors, c'est une biographie passionnante de celle qui a l'initiative des premiers Jeux Olympiques féminins. Alice Milia, qui est peut-être de votre famille, David. J'aimerais, mais je ne crois pas. Bon, vous ferez des recherches. Je ne crois pas, mais j'aime Alors, la je vais vous en dire plus sur cette femme. Elle est née à Nantes. C'était une dactylo, traductrice. Elle est passionnée de nage et d'aviron et elle devient très vite responsable d'un club de sport féminin. Et son combat, vraiment le combat qu'elle a mené toute sa vie, c'était d'intégrer les femmes aux Jeux Olympiques. Et ça commence pour elle par cette première victoire en 1922, puisque sont organisés au stade Pershing dans le bois de Vincennes à Paris les premiers Jeux féminins. 70 sportifs s'affrontent le temps d'une journée. La voie est lancée, mais Alice Milia ne s'arrête pas là. Elle veut beaucoup plus. Écoutez ce qu'elle écrit en 1927. Oui, la femme a droit au sport. Ne venez pas nous mettre en avant ce vieux lieu commun qu'elle doit rester au foyer pour raccommoder les chaussettes. Ça vous donne une petite idée du tempérament de cette femme. Alors, malgré les réticences du CIO, le Comité international olympique, les femmes intègrent, alors juste pour l'épreuve d'athlétisme, intègrent les JO en 1928. Et 100 ans plus tard, aujourd'hui, en 2024, on aura pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, une exacte parité entre les athlètes. Alors, on imagine que le combat d'Alice Milia y est sans doute pour quelque chose. Alice Milia, la femme olympique, c'est vraiment un récit très intéressant de Sophie d'Angers et c'est publié aux éditions Les Pérégrines. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Alice Milia, Geneviève? Je pense que c'est un combat qu'il faut continuer au jour le jour, en fait, cette question de la place des femmes dans la société et que le sport est un merveilleux lieu pour pouvoir permettre justement cette parité et que... Pour moi, j'ai vu il y a quelques jours les championnats d'Europe d'athlétisme et ces jeunes filles en fait qui ont été championnes. Je trouve que il y a là quelque chose de vraiment très beau, quoi. Vous nous emmenez maintenant à Lille, Constance. Oui, direction l'église du Cœur Immaculé de Marie. C'est au sud de Lille. L'église a été édifiée en 1937 au cœur de la Cité des Fleurs. Une cité imaginée à l'époque par l'Église pour permettre aux familles ouvrières d'acquérir une maison avec jardin. Alors, comme beaucoup d'églises de l'entre-deux-guerres, elle est construite dans un matériau peu coûteux, en l'occurrence ici la brique. Et regardez ce remarquable portail sculpté en pierre blanche. Il représente la Vierge Marie entourée des anges. À l'intérieur, les formes sont très douces, très enveloppantes. Regardez ces croisées d'ogives qui portent la voûte et qui descendent quasiment jusqu'au sol. Cela donne une impression de grange, en tout cas d'un endroit très chaleureux. C'est une église pure art déco. Vous voyez ces fenêtres pointues qui s'inspirent de l'art gothique, mais qui en réalité n'ont rien de gothique. L'idée de l'art déco dans les églises, c'était vraiment de renouveler les formes sans trop égarer les fidèles.
Merci Constance pour cette belle visite. Merci Geneviève. Restez avec nous pour la messe. Vous l'avez compris, nous célébrons la messe dans cette belle église lilloise. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure. Merci à vous.